Josiane Balasco a malmené la religion de l'apparence et reculé les frontières de la sexualité féminine. Cette surdouée multicarte met aussi sa rage de guerrière au service des plus démunis. Quelle part d'elle va-t-elle révéler ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va, je suis confortablement installée dans ce divan rouge en espérant que j'ai pas le goitre comme ça. Et sinon ça va. Bonsoir Josiane Balasco. Bonsoir. En espérant que vous n'avez pas le gloître quoi? Tu sais quand tu es comme ça... Bah là vous l'avez si vous faites ça Josiane. C'est important? Hein? Parce que votre image, on va y venir, mais vous l'avez tellement malmenée. Par rapport à mon image glamour, ça me ferait un peu chier si d'un seul coup elle était un peu, disons, entamée. Tu comprends? Pourtant, l'image, vous l'avez bien malmenée, votre image physique. On va y venir. On va pas commencer par ça du tout, parce que ça serait trop attendu. Mais Ouais. on a l'impression que vous en fichez de votre image, Josiane. Non, pas forcément, mais moi je suis comédienne, je suis actrice, et être acteur, c'est jouer des personnages. Et on a commencé avec le Splendide à jouer des personnages quand même assez gratinés et assez particuliers. Donc c'était pas ni des jeunes premiers, ni des jeunes premières. Même l'ermite, qui était le jeune premier, s'arrangeait pour jouer ou le mec très très con, ou le mec très coincé, quoi. C'était... Moi, ce qui m'a amusé en vous recevant sur ce plateau, c'est que les psys, vous en avez beaucoup joué Dolto. Oui. Et puis là, dans quelques jours, au théâtre, Un grand moment de solitude, à Paris. D'être allongé sur le divan, ça vous fait quoi? Oh, bah, disons que c'est plutôt confortable. Vous l'avez fait dans la vraie vie? Parce que vous avez fait les psys à ma place ici. J'ai dû le faire, mais très peu de fois, 3-4 fois, à un moment, pas un moment tragique, un moment peut-être un peu difficile où j'avais été voir un psy. Et puis voilà, ça ne m'a pas... Si, ça m'a aidé. Moment difficile, qui était de quel ordre? Oh, bah, disons des moments difficiles, genre divorce et tout ça. Et le type m'a dit un truc formidable, et ça, je le conseille aux gens. Il m'a dit, quand vous vous sentez pas bien, posez-vous à voix haute peut-être 3 questions, mais je me souviens de 2. Première question, il faut répondre à voix haute. Première question. Est-ce que j'ai besoin de me faire du mal? On répond oui ou non. Deuxième question, est-ce que j'ai envie de me faire du mal? Et quand on répond à ces 2 questions à voix haute, finalement, ça relativise pas mal les choses. Est-ce que j'ai besoin de me faire du mal? Pas forcément. Est-ce que j'ai envie? C'est possible parfois qu'on a envie de se faire du mal. Voilà, donc c'était des choses... Et si je vous demande d'y répondre maintenant à ces 2 questions? Ah, j'ai aucune envie de me faire du mal. J'ai aucune envie de me faire du mal. Ni besoin. Moi, je vais vous expliquer, Josiane, pour commencer, pour quelles raisons je vous ai invité. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que dans votre dernière pièce, Un grand moment de solitude, vos héros sont des psys névrosés. Alors pour ne pas trop vous dépayser, je vous propose une variante ce soir. Je serai le psy et vous serez la patiente. Et merci d'avance de ne pas me faire vivre un grand moment de solitude. Ça, c'est la première raison. Une autre raison, c'est que mis à part vos looks et votre manière de danser... Vous avez l'air normal, à l'aise dans vos baskets, bien dans votre tête. Une artiste de votre envergure, sans névrose apparente, ça me tracasse, Josiane. Mais alors, que cachent ces ongles rongés et ces insomnies comblées par des jeux vidéo? Une autre raison qui nécessitait votre venue immédiate sur ce divan, c'est que vous êtes une martyre de la cause féminine. Trop belle pour toi, les hommes préfèrent les grosses, gazon maudit. Vos films slogans font de vous une machine à décomplexer toutes les femmes. Tu réponds à ma question? C'est quoi ton truc pour plaire aux hommes? Ils le sentent bien, les hommes, confusément, que quelque part joue le détour. Mais ils se disent, oh non, quand même, elle est vraiment trop tard. Si jamais ça s'apprend, on va se foutre de ma gueule. Mais ce rôle d'étendard est-il si simple à assumer, Josiane? Une autre raison, vous êtes hyperactive. Scénariste, réalisatrice, comédienne révoltée. Ils sont pas là, alors qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent tous les mecs du PS qui veulent nous... Qu'est-ce qu'ils foutent? Voilà, ça m'énerve. Attention, Josiane, un burn-out est si vite arrivé. Et puis la dernière raison, c'est ça. Vous avez reçu un César d'honneur en 2000. Ça fait donc 15 ans que vous êtes en sursis. Autant le dire, en danger de mort. Il était donc plus que temps de vous inviter. Pas de César d'honneur ce soir, mais juste l'honneur de vous recevoir. Alors, il faut que je réponde à tout ça?
On a 1 heure pour ça. Ah, bah, ça va, toutes ces questions. Alors, c'est vrai que je me range les ongles, mais finalement, ça m'évite l'ulcère à l'estomac. Je crois qu'il vaut mieux extérioriser ces angoisses que je ne peux pas formuler formellement en se rongeant les ongles. Et une fois, j'ai décidé d'arrêter de me ranger les ongles. Et j'avais arrêté, j'avais des ongles, moins qui recommençaient à ressembler à autre chose que des saucisses de Francfort. Et mes ongles avaient poussé et tout. Et j'ai commencé à me gratter la tête au sang avec mes ongles. J'ai fait comme vous. Ouais. Et donc, j'avais Verdun sur le sommet du crâne. Et j'entretenais mes croûtes, c'était très agréable, c'était aussi une autodestruction. Et donc, j'ai décidé de recommencer à me ronger les ongles. J'ai voulu démarrer par un extrait d'émission de télévision qui m'a marqué, et je pense que ça dit pas mal de vous, c'était Sacrée soirée. Oui, je me souviens. Vous vous souvenez, 1992, oui. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas nés ou qui n'ont pas le souvenir, je pense qu'il y a déjà une clé, peut-être pas de l'angoisse, mais il y a quelque chose là, regardez. Et je voudrais remercier la Croix-Rouge internationale et l'ambassade de France à Zagreb qui nous a énormément aidés pour qu'on puisse avoir des nouvelles de Kresimir, c'est ça? Krešimir, de Maria, qui sont vos 2 neveux et nièces. Oui. Puis leurs 2 enfants qui ont 9 ans, qui s'appellent Vedran, c'est ça? Et Vishnia, c'est ça? Vishnia, oui. Vous y allez régulièrement ou pas? Il y a très longtemps que j'y suis pas allée. Je suis pas allée depuis une quinzaine d'années. J'ai un très beau cadeau, Josiane. J'ai un très très beau cadeau. Quoi? Ils sont tous là, les neveux et les nièces. Regardez, ils sont venus de Croatie. Depuis combien de temps sont-ils là? Depuis hier soir. Oh. Ils sont arrivés hier soir. Voici votre neveu, votre nièce à côté, les enfants que vous connaissiez pas. Quand la dernière fois que je l'ai vu, c'était un adolescent. Oui. Ti si so mali. Ah oui, c'était une jolie histoire, surtout que c'était en pleine guerre de Yougoslavie. Donc ils habitaient ils sont croates, donc ils habitaient à Osijek, qui est une ville qui a été une des villes martyrs, c'est-à-dire hyper bombardée. Et on avait très peu de nouvelles, on ne savait pas ce qui se passait. Donc là, j'ai pu après renouer le contact, puisque ma nièce est venue elle avait un petit garçon handicapé, elle est venue le faire soigner en France ensuite. Ça, c'est le côté paternel. Paternel, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a longtemps, de nouveau, je dirais qu'il y a longtemps que j'y suis pas allée. On correspond par Facebook maintenant. Voilà. Quelle est la part de croate chez vous, Josiane Balasco? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être une grande sentimentalité. Vous savez, pleurer devant un quignon de pain. Voilà. Le caractère un peu bourru aussi, entier? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Si je suis pas j'ai une réputation d'être bourru. Je ne suis pas bourru. Simplement, je formule ce que je pense. Pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas dire ce qu'on pense pour pas blesser les gens. Mais je pense pas être bourru. Alors, bourru, c'est pas le bon mot. C'est peut-être guerrière. Ça, il y a un côté chez vous. Oui. Je ne me démonte jamais, j'avance, et même quand on me donne pas les choses, je vais les chercher. Ben oui, il faut pas s'arrêter à un obstacle. Voilà. Si on peut arriver, il faut essayer de surmonter les obstacles. Alors, des obstacles insurmontables. Mais en général, ça m'excite plutôt quand on me dit tu peux pas faire ça. Voilà. Disons mais pourquoi je peux pas faire ça? Donnez-moi une bonne raison. Si vous en avez pas, je vais essayer de le faire. Ça vaut pour tout dans la vie comme pour la carrière. Quand on ne vous donne pas, vous allez chercher, vous faites, vous confectionnez toute seule. À 20 ans, vous écrivez La pipelette ne pipa pas, toute seule. Ouais. Et puis, un peu après, il y a une pièce, Bunny's Bar. La première spectacle que j'ai écrit s'appelait Quand je serai grande, je serai paranoïaque. Je fais ça dans un petit café-théâtre avec une de mes camarades de cours. Et après, il y a eu Bunny's Bar, sous-titré Où les hommes préfèrent les grosses. On voit Michel Blanc, là, sur la photo, Christine Dejoux. Et ça se passait dans l'entrée d'un cabaret de striptease un peu miteux. Bunny's Bar, c'était ça. On discute, on rigole, puis on fait pas le boulot. Alors ça, pour discuter et rigoler, ça y va, hein. Mais alors, pour le boulot, zéro. Alors là, y a plus personne, hein. Oh, y a un bordel ici. Tiens, t'as une soucoupe, là, t'as une soucoupe. Bon, et ben, faut la garnir, ça incite. Tu mets 2-3 pièces de 1 franc, tu la poses perdu la poche, t'auras toujours un con qui se laissera prendre. Combien on peut se faire par nuit? Ici?
Ah, bah ici, si tu fais bien ton travail, tu peux te faire, je sais pas moi, dans les 90, 100 francs par nuit. 100 francs par nuit? Ah oui. Putain, merde. Dis donc, Betty. Ça fait 3 fois que tu dis putain merde en un quart d'heure. Ben oui. Eh ben, faut pas dire ça. Ah bon? Eh ben non, parce que c'est grossier, si tu veux. Faut pas dire ça devant les clients et pas devant Monsieur Gilbert, ça la fout mal, merde. Tiens, Lita, c'est pour toi, c'est cadeau. Oh, beau Jacques, fallait pas. Ah bah on sait vivre, hein, un départ ça s'arrose. Surtout le tien, hein. Beaucoup de souvenirs avec Michel, parce que j'avais écrit donc cette pièce où Michel était un pianiste rentré qui rêvait de faire carrière, et donc il était chasseur, ou disons, il était à la porte de cet hôtel pourri, et il jouait du piano entre-temps. Il avait choisi ce métier parce qu'il pouvait jouer du piano. Et Michel et moi, on s'est toujours bien entendu sur la façon de travailler. Est-ce que aussi le côté j'écris mes rôles pour moi, c'était une obligation pour survivre en tant que comédienne, parce que vous étiez une actrice un peu déjà hors norme? Je me suis pas posé la question parce qu'on faisait tout ça. Je veux dire, c'était une époque où vraiment, maintenant, de nouveau, il y a beaucoup de jeunes qui font du stand-up et tout ça. On faisait nos personnages, on écrivait nos personnages, et c'est sûr qu'on savait bien que j'avais pas, et beaucoup de gens, bon, Michel Blanc et Junior non plus n'étaient pas des jeunes premiers. On n'entrait pas dans le cadre des rôles qu'on pouvait nous proposer, surtout à la télé, parce que les jeunes commençaient à la télé où il fallait quand même être une jeune première pour avoir des rôles. Donc, on a trouvé ça plus facile, et comme on avait la possibilité d'écrire et disons une facilité à le faire, de pas attendre le coup de fil. C'est quelque chose de très très rassurant de pas avoir à attendre un coup de fil quand on est acteur. On se prend en main, quoi. On se prend en charge. Ça vaut bien des années après pour Cliente, votre premier roman. Au départ, c'est un scénario, on connaît l'histoire, on va y venir tout à l'heure, mais l'histoire de Cliente, c'est une femme qui fait appel à des prostituées hommes. Vous voulez en faire un film, vous n'êtes pas suivi par les producteurs. Par personne. Donc vous en faites d'abord un livre, puisque c'est ça que je veux d'abord illustrer pour démarrer cette émission, ce côté, allez, j'avance, même quand on ne veut pas de moi. Écoutez ce que dit Raphaël Sorin, votre ami. Il explique très bien tout ça. Qui a édité le livre. Il décrit très bien cet aspect-là de vous, qui vient peut-être de vos origines croates. Chère Josiane, quand tu m'as rencontré, j'étais déjà un admirateur qui avait publié des gens comme Houellebecq et comme Bukowski. Je ne pouvais que m'entendre avec toi. En travaillant avec toi, j'ai découvert aussi un personnage, une combattante, une guerrière. Ça aussi, ça me plaisait. Et j'ai vu ton endurance, ton courage. Tu étais entouré de producteurs mollassons, frigides, débiles, peureux. J'ai pas une grande estime en général pour les producteurs. Donc le livre se permettait au fond d'exister, de faire exister Cliente. Et le livre a été un succès mérité. Je continuerai à regarder tes films avec admiration, émotion, et en sachant qu'un jour peut-être tu reviendras en arrière, que tu te remettras à écrire, ce que je souhaite évidemment. Oui, Cliente, je m'attendais pas du tout à cette... Bon, je savais que le sujet était un peu, était un petit peu comme ça, un peu hors norme, mais pas plus que Gazon maudit. Or, ce que j'avais oublié, c'est qu'on avait changé d'époque, qu'on était d'une époque assez ouverte, on était passé à une époque frileuse, bien pensante, et que d'un seul coup, raconter la vie d'une femme de 50 ans qui assure les services sexuels de jeunes hommes paraissait monstrueux à beaucoup, ça les dépassait. Et ça m'avait surpris, moi je ne croyais pas à ça. Et alors je me suis dit, j'ai un peu quelque chose de masculin pour l'exprimer, je me dis, ils vont pas me couper les couilles. Parce que si j'avais une formule féminine, je dirais, ils vont pas me couper le clitoris, mais non, c'est pas... je vais faire quelque chose, ils peuvent pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire et de faire ce que j'ai à faire, parce que je sais que cette histoire est intéressante. Je le sais. Et que toutes les critiques que j'avais n'étaient pas des critiques de professionnels qui pouvaient dire le scénario est trop long, ça manque de punch, les personnages sont inintéressants. C'était, on ne peut pas raconter ça.
Même des producteurs que j'aimais bien m'ont dit non, on peut pas. Mais grâce au succès du livre, j'ai pu monter le film, j'ai pu trouver des producteurs qui y ont cru et faire d'une pierre deux coups finalement. On va y revenir tout à l'heure à tous ces films qui disent des choses de vous, parce que vous le dites, je pensais pas que ça allait être tabou, puis ça l'a été. Il y a plein de choses comme ça dans votre parcours. C'était il y a 10 ans à peu près. Mais il y a plein de choses. On a l'impression. Et entre-temps, depuis, il y a des tas de séries sur les cougars et tout ça, et c'est passé dans les mœurs, quoi. Alors, je vais encore continuer sur le côté, si vous voulez bien, battante, avec un épisode de votre vie que j'ai découvert en préparant cette émission. Vous avez 18 ans, l'armée rouge envahit Prague, en Tchécoslovaquie, on va en voir des images. Il se trouve que vous n'êtes pas loin à ce moment-là. Vous êtes en Yougoslavie, dans votre famille. Et ça procure quoi, ces moments-là, chez vous? De la panique? Vous savez, à l'époque, c'était la Yougoslavie, c'était pas la Croatie et l'ex-Yougoslavie. Les Yougoslaves, en général, les Croates, sont des gens extrêmement courageux. Je veux dire que c'était le seul pays, communiste, qui n'ait pas été envahi par les Russes. Jamais. C'était un pays où il n'y avait pas... On pouvait sortir du pays, on pouvait aller travailler ailleurs. Même s'il y avait, effectivement... On n'était pas bon de dire qu'on n'aimait pas Tito. Il y avait une certaine liberté. Les gens mangeaient à leur faim, les gens s'habillaient comme ils le voulaient. Il n'y avait pas toutes ces restrictions qu'on avait pu voir dans certains reportages sur l'Union soviétique. Donc, quand il y a eu l'annonce... Moi, j'étais donc chez mon frère. Quand il y a eu l'annonce de l'entrée des troupes russes dans Prague, il y a eu mobilisation générale le jour même. C'est-à-dire que Tito a fait mobiliser tous les adultes en âge de porter les armes en préparation d'une éventuelle invasion russe. Et moi, on habitait à Osijek, qui est le long de la Drava, où la frontière hongroise est en face. La Hongrie, à l'époque, était un satellite de l'URSS. Et moi, j'ai vu des automitrailleuses sur le bord de la frontière. J'ai vu les trucs creusés, les gens en armes. Ce sont des gens... Bon, ils n'ont pas eu à s'en servir, mais ce sont des gens extrêmement courageux, extrêmement combatifs. Quand vous dites ce sont des gens, vous parlez de vous en même temps? Non, je parle des gens qui sont... Je sais bien, mais il y a une part de ça. Peut-être que je tiens ça de mes origines slaves, mais ça explique aussi pourquoi les combats ont été aussi violents, quoi. Ça explique aussi ça, parce que ce sont des gens très combatifs. Dans cette émission, on a une sorte de tradition. On demande à l'invité de nous écrire un petit mot, et puis on le soumet à une graphologue, puis on voit ce que dit l'écriture. Ah, intéressant. On va voir ce que dit la vôtre. Allons-y. Vous la trouvez comment, votre écriture, Josiane? J'écris tellement mal que quand j'écris des textes, je tape directement sur ordinateur parce que j'écris à la vitesse à laquelle je pense, donc je ne peux pas me relire. Donc là, je me suis appliqué pour faire un minimum pour que je sois compréhensible. On regarde. Alors, ce que je vois en priorité dans cette écriture, en fait, qui est inégale en tout genre, c'est-à-dire qu'elle est à la fois inégale en dimension, inégale en forme. Il y a beaucoup d'inégalités dans l'appui, et la graphologue, en fait, que je suis, elle est très attentive aux traits. Et donc, ça signe finalement une écriture qui révèle une grande jeunesse de personnalité, beaucoup d'entrain, une volonté d'aller de l'avant, de toucher à tout. À la fois, on voit une personnalité qui peut être très souple, qui peut être très ouverte, mais qui, par certains côtés, va être très variable dans ses humeurs, qui va vouloir aller jusqu'au bout de ce qui lui plaît. Finalement, elle est attachante, certainement pour son entourage, probablement pas très réconfortante, en fait, par sa cyclothymie, par ses variabilités d'humeur, et donc des découragements, des moments de découragement, des moments de plus grande solitude, derrière cette jeunesse et cet entrain. Je suis assez réconfortante. Vous êtes réconfortante? Ouais. Pas pour moi, mais je veux dire pour les autres, je suis assez réconfortante. C'est là où je peux effectivement avoir des moments de dépression comme tout le monde, mais les gens se confient assez facilement à moi parce qu'ils savent que je suis une tombe, que ça ne sortira pas de mon oreille, de ma bouche, et j'essaye de les réconforter. Non, là c'est le seul trait où je dirais que c'est pas tout à fait ça. Elle parle de cyclothymie. On vous sent déterminé, on l'a dit. Est-ce qu'il vous arrive de craquer, Josiane, de pleurer? Bien sûr. Oh, bien sûr, devant un téléfilm, je peux pleurer pour des choses graves et pour des choses pas graves du tout. Bien sûr, je trouve que les larmes, c'est quelque chose qui sont libératrices, qui est libérateur. Pleurer, ça fait du bien. La dernière fois, c'était quand? Oh, il n'y a pas longtemps.
Moi, je peux pleurer assez souvent parce que j'ai perdu ma meilleure amie, Valérie Lang, qui était une fille extrêmement formidable et que j'ai suivie tout au long de sa maladie jusqu'à la fin. Un cancer. Hein. Voilà, d'un cancer très rapide, en 3 mois. Et qui m'a fait une leçon de vie, parce que je me dis, bon sang, quel courage elle a eu. Quand moi, ça m'arrivera, parce que ça arrivera à tout le monde, on va tous mourir d'un truc, une saloperie pareille, je me souviendrai de son courage. Et quand je pense à elle, à la fois j'ai envie de sourire, parce c'était une personnalité très attachante, et à la fois j'ai envie de pleurer. La nuit, vous dormez pas, vous? J'ai du mal. Mais si, je dors, mais vers 2-3 heures. Et alors, je joue à des jeux à la con, je dis. Mais quand je dis des jeux à la con, c'est vraiment des jeux que pour les enfants de 12 ans. Hein. J'ai abandonné les jeux avec trop de poussée d'adrénaline. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué à Lara Croft. Je ne sais pas si vous connaissez Lara Croft, qui était une des premières héroïnes en PlayStation de jeux vidéo, qui mourrait dans des conditions atroces si elle ratait son saut, et c'était trop violent. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus de mourir comme ça, qui mourait de toutes les façons, elle mourait noyée. Mais à la fois, ce qui était assez sympa, c'est qu'elle pouvait faire des triples sauts périlleux, et là, ça remplit de bonheur, la possibilité de faire un triple saut périlleux. On va revenir à l'enfance, Josiane. On a parlé des origines croates. Vous avez une enfance assez particulière puisque vous avez été élevée dans un bar, un bistrot, ouais. Un bar dans les années 50. À vrai dire, quand mes parents ont commencé, il n'y avait pas trop de sous, ils avaient acheté un tout petit endroit où il y avait la place de mettre 3 tables à Saint-Ouen. Et là, déjà, je l'ai lavandière du Portugal. Je me rappelle. Vous étiez vachement mignonne. Hein. Oh, j'étais mignonne. J'avais un petit peu de rachitisme. On avait les genoux qui se... Oui, ça, c'est les enfants d'après-guerre. Hein. Voilà. Mais à part ça, j'étais mince. Hein. Donc, elle avait commencé comme ça. Et ensuite, avec mon père, ils avaient revendu. Ils avaient fait toujours plein de dettes pour reprendre un autre bistrot qui était entre la gare de l'Est et la gare du Nord, qui était rue d'Alsace, qui était vraiment un peu plus grand. Là, c'était un vrai bistrot avec le bar en zinc et tout. Et dans ce bar, vous étiez observatrice, quoi. Vous étiez toute gamine, moi, j'aimais bien parce que c'est quand même le rêve de tous les mondes de ne pas être obligé de bouffer avec leurs parents tous les soirs. Hein. Donc ça, c'était vachement bien. Puis de rencontrer des gens. Bon, c'était des adultes et tout, mais il y a des personnages formidables dans les bistrots. Le bistrot, c'est comme une scène. Les gens font leur entrée. Ah, salut, ça va Il y a des personnages. Il y avait un vieux monsieur qui s'appelait Bébert, qui avait un accent parisien à couper au couteau, et qui avait une tronche formidable. Et il payait toujours en petite monnaie. Mais quand je dis de la petite monnaie, des pièces de 20 centimes, 10 centimes, 50 centimes maximum. Et de temps en temps, il partait. On ne le voyait plus pendant quelques temps. Et puis un jour, on a appris qu'il faisait les troncs dans les églises. Donc effectivement, il n'avait que de la petite monnaie. C'était Bébert qui parlait. Il parlait des chats, ils appelaient les greffiers, parce qu'on avait un chat, ils disaient le greffier, c'est dire le nom du chat en argot. Il y avait aussi un autre monsieur qui s'appelait Tourniquet, parce qu'il avait une jambe de bois. Et quand il avait un coup dans le nez, il faisait demi-tour sur sa jambe de bois. C'était en général ses entrées, Tourniquet. Il y avait le poète, c'était un type un peu plus jeune, il devait avoir 30 ans, il avait les cheveux extrêmement un peu longs pour l'époque et gras, d'où son surnom de poète, tu vois. Il n'était pas particulièrement poète, mais en tout cas, on lui avait trouvé ce surnom. Oui, en fait, vous étiez dans un poste d'observation génial pour tout ce qui a suivi. Peut-être, en tout cas, je m'en suis souvenu, oui. C'était pas forcément que doux, cette ambiance. Pour préparer l'émission, on a contacté un de vos plus anciens camarades, Daniel Berliou. Ouais. Il se rappelle très bien de sa rencontre avec vous. Il dit ça: la première fois que j'ai vu Josiane, elle a débarqué avec des sacs et ses cabas pour se réfugier dans le théâtre parce qu'il y avait de la baston dans le troquet de sa mère. Vous étiez toute gamine à ce moment-là, toute jeune, hein? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, oui, ça arrivait, j'avais 20 ans. C'est... Vous alliez même dormir dans le théâtre pour vous réfugier. Oui, mais après, j'ai dormi chez des copains. Parce que... Mais donc, ce bistrot... Mais non, mais j'aimais bien le bistrot. Là, j'en suis partie parce que ma mère était veuve et c'était dur pour une femme seule, tu vois, de se débrouiller toute seule. Moi, j'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère, et surtout par ma grand-mère. Et quand ma grand-mère est morte, ma mère, finalement, qui avait toujours vécu avec sa mère, a perdu un peu ses repères. Et est arrivé un espèce de librius qui, d'un seul coup, c'était ma grand-mère qui me promenait sur les grands boulevards. Toujours pareil, avec les photographies, ça n'existait pas. Il y avait des photographes qui vous prenaient sur les boulevards et qui donnaient un petit papier, on pouvait faire tirer la photo. Et donc, ce type a d'un seul coup voulu prendre place dans cet endroit. Et moi, je suis partie.
Votre grand-mère, vous partagiez votre chambre avec elle? Oui, je dormais à côté. Enfin, je dormais dans le même lit, oui, parce que c'était petit. Ah c'était petit. Mais j'ai pas. Alors ça, c'est pas du tout un mauvais souvenir d'enfance, parce que c'est vrai que c'était juste l'après-guerre. Donc je me rends compte qu'il y avait encore des tickets de rationnement en 54. Ma mère, on habitait des mansardes sous les toits dans le 9e. Mais à la fois, il n'y avait pas de ghettoisation. C'est-à-dire que c'était une société qui était verticale. Maintenant, on est devenu dans une société horizontale où les gens riches habitent au centre et les gens qui ont moins de moyens s'éloignent. À l'époque, c'était vertical. Les gens, il y avait la concierge au rez-de-chaussée. Il y avait au premier, certainement, parfois des ateliers. Au deuxième, il y avait les appartements plus riches. Au deuxième, troisième. Et tout en haut, il y avait les mansardes. Ouais. Mais les gens des mansardes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, avaient des relations avec les gens du dessous. Et vous étiez où? On était dans les mansardes, avec les toilettes sur le palier et l'eau sur le palier. Mais voilà. Et c'était chouette. Ouais. J'ai pas le souvenir d'un manque ou d'avoir... Bon, c'est vrai qu'un peu plus tard, quand on commence à faire attention à soi, on se dit, tiens, j'aimerais bien être habillée. Même m'habillait toujours chez un copain qui avait qui était près du carreau du Temple, qui vendait des trucs en gros. Ouais. C'était moins cher. Donc, j'étais toujours habillée avec des choses plus grandes pour que ça puisse me servir longtemps. Et je me souviens notamment d'une jupe plissée, tu sais, des trucs indéplissables, tu sais, les jupes plissées grises, tu vois, où tu pouvais même pas faire d'ourlet parce que c'était plissé dans la fabrication, où j'ai dû porter 5 ans cette jupe parce que je faisais des tours et des tours et des tours. Et tout allait bien quand même? Bah, ça allait. Disons que je peux pas dire que... Parfois, j'aurais préféré avoir des trucs plus à la mode. Mais j'avais décidé que ce que j'avais pas sur moi, je l'aurais dans la tête, c'est tout. Il fallait que je sois assez structurée, assez forte pour... même si j'étais pas la mieux habillée, plutôt que je devais faire envie plutôt que pitié. Vous venez de me dire, ma mère était veuve, parce que vous avez perdu votre père très tôt. J'avais 14 ans, oui. Ah ouais. Et à la fois, j'ai perdu mon père. Ma mère et je remercierai toujours ma mère de m'avoir dit à l'époque, bon, cancer du poumon à l'époque, c'était 3 mois fin du coup. Hein, n'était pas bon. Mon père avait fumé beaucoup, ça s'est découvert assez tard et ma mère m'a dit très vite, ton père est perdu. Bon, donc, vous aviez 14 ans, je le rappelle. Ouais. Donc je savais qu'un jour en rentrant de l'école, mon père serait mort. Et je la remercie de me l'avoir dit, parce qu'un jour, en rentrant de l'école, mon père était mort. Donc, il n'y a pas eu... On m'a jamais tenu dans l'ignorance ou de ce qui se passait. Enfin, si je peux me permettre, quand elle vous a dit ça, vous la remerciez aujourd'hui, mais j'imagine que ça a quand même dû vous fracasser. D'abord, l'annonce. Oui, bien sûr. Parce que là, vous le dites comme si... oui, parce qu'il y avait 50 ans qui ont passé. Bah oui. Mais oui, ça m'a fait beaucoup de... Mais à la fois, je crois que chez une enfant, le temps n'est pas la même. Ça paraissait un peu irréel, parce que bon... pareil, je veux dire, c'est pareil maintenant. Quand j'ai su que Valérie, ma meilleure amie, allait, on savait. Mais on ne savait pas combien de temps, mais on savait. Mais on n'y croit jamais. Je veux dire qu'on n'y croit jamais. On se dit toujours, il va y arriver un truc extraordinaire, et puis elle va s'en sortir. Vous avez pensé ça pour votre père? Moi, je pense aussi que j'ai dû penser ça, que de toute façon, c'était une éventualité, mais c'était pas forcément la chose la plus irrémédiable. Voilà, c'était pas forcément irrémédiable. Votre père, à ce moment-là, il espérait quoi pour vous? Oh, je sais pas. On se parlait pas. On n'était pas des gens qui se parlaient. Dans les familles, on se parle pas. On se parlait un petit peu. Avec mon père, j'allais au cinéma et il m'emmenait voir des péplums et des westerns. Voilà, donc toute mon enfance, j'ai été voir les massistes et les westerns. Et ma grand-mère, parce que ma mère bossait, elle ne va pas trop aller au cinéma, ma grand-mère, elle m'emmenait dans un tout petit, je crois que c'était le plus petit cinéma de Paris, qui était rue du Château d'Eau, qui a disparu maintenant, où il ne passait que des films à l'eau de rose, style jeune fille en uniforme, Sissi impératrice, et enfin ce genre de production. Ce qui fait que ma formation cinéphilique, ça a été massiste et Sissi. Voilà. Il faut quand même préciser, Josiane, que votre père, juste avant de mourir, il a eu quand même le temps de vous dire quelque chose, que vous aviez un demi-frère. Oui, alors c'est ce que j'allais en parler. Ouais. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu cette annonce donc du départ, de la mort prochaine de mon père, et en même temps, j'ai appris
que avant de partir de Yougoslavie, mon père avait eu un fils avec qui il correspondait toujours. C'est-à-dire que ma mère était au courant, ils correspondaient, ils envoyaient de l'argent là-bas et tout, sauf que les enfants n'étaient pas au courant. Ah ouais. Et moi, on m'a appris ça et j'étais folle de joie. C'est vrai que quand il est venu, donc j'ai vu arriver mon demi-frère et sa femme, qui devait avoir 20 ans de plus que moi, facile, 25 ans, peut-être plus. Au moment où mon père est mort, j'ai vu arriver un autre membre de ma famille qui était pratiquement de l'âge qui pouvait être mon père, pratiquement. Donc ça a été quelque chose de vachement bien. Il y a eu comme ça, un passage de flambeau. Mais bon, je ne l'ai pas vu énormément, mon frère. Je l'ai quand même vu suffisamment. On va dire que vous avez quand même un début de vie assez particulier, ouais. Josiane. Moi, c'est vrai que c'était un peu... Alors, ma mère était persuadée que j'étais une grande artiste. Petite, j'avais un assez bon crayon. Donc, elle m'a acheté les toiles, les machins, elle était prête à penser que j'étais la future Minou Drouet de la peinture. Sauf que dès que je foutais de la couleur, c'était à chier. Mais bon, j'ai quand même continué un certain temps, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que si je voulais être dans le peloton de tête, il fallait surtout pas que je fasse de la peinture. Votre mère, elle n'imaginait pas que vous alliez faire du cinéma, mais elle voulait que vous soyez artiste. Elle vous a même poussé à apprendre l'accordéon pour aller jouer dans le métro. Oui, elle me disait, elle m'a envoyé chez une dame pour apprendre le solfège, et j'ai eu du problème parce que cette dame était une vieille dame très gentille, elle avait un dentier qui claquait. Et je n'arrivais pas, je supportais pas ça, ce dentier qui claquait en permanence, donc j'ai pas appris le solfège. Mais elle me disait, tu devrais apprendre l'accordéon parce que si jamais t'as plus de fric, tu peux toujours jouer dans le métro. Donc c'était un peu, voilà, c'était... Il faut pas que tu vas passer ton bac pour trouver. C'est apprends l'accordéon. Comme ça, tu pourras toujours te récolter un peu de fric dans le métro si tu es dans la mouise. Depuis, il y a eu tout le chemin. Dans l'émission, évidemment, on raconte pas le parcours de façon linéaire. C'est pas une biographie. Et dans tout le chemin, dans votre, on peut dire œuvre, Josiane ? Oh, je sais pas. Disons dans ce que j'ai fabriqué. Dans ce que vous avez fabriqué. Dans mes fabrications. Dans vos fabrications. Voilà. Il y a ce côté-là dont on a commencé à parler tout à l'heure, briseuse de tabous. Notamment sur la sexualité féminine. Oui, mais j'ai pas décidé de briser les tabous. Je me suis pas dit, bon alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je prends un tabou, un par un, je vais les briser. C'est simplement que, comme je vivais dans un monde d'hommes, moi j'ai jamais pu m'identifier à me projeter dans un personnage féminin, parce qu'il n'existait pas ce que je voulais faire. Donc j'étais obligée de... Pourquoi les personnages féminins, ils étaient trop quoi ? Je veux dire, les actrices féminines... les actrices de cinéma, je ne pouvais pas me projeter dans une actrice de cinéma. Je ne correspondais pas physiquement. Et les actrices qui n'avaient pas un physique formidable, c'était Pauline Carton, qui a une fille formidable, mais qui a toujours fait des apparitions. Et moi, j'ai dit, si je fais du cinéma ou du théâtre, c'est pour être premier rôle. C'est pas pour faire des apparitions. Donc, je me suis vraiment toujours positionnée comme pourrait penser un homme, c'est-à-dire un mec, même s'il n'est pas beau, il fait ses trucs et on l'aime pour d'autres choses. Vous êtes un mec, Josiane ? Non, je suis pas un mec, mais j'ai pensé très souvent comme un mec. Très souvent. Ouais. C'est une manière, ça vous protège, finalement, de penser comme un mec, par moment. Mais pas un mec macho, hein. Pas macho. Simplement de se dire... Moi, j'ai des modèles féminins. Quand j'ai écrit Les hommes préfèrent les grosses, le film avec Poiret, quand j'ai eu l'idée de cette histoire, mon modèle, c'était pas une fille et deux filles, c'était Jerry Lewis, Dean Martin, parce qu'il n'y avait pas de modèle avant. Parce que j'aurais pas pu... c'est-à-dire un beau gosse et un comique. Je comprends, mais quand même, quand on regarde le parcours cinématographique dans ce que vous avez produit vous-même, réalisé, ça tourne quand même beaucoup autour de la sexualité. Il n'y a pas que le côté... il n'y a pas, à l'image... quelqu'un qui me ressemble. Il y a par exemple, on parlait tout à l'heure de cliente, on va voir un extrait, il faut quand même briser le tabou de la femme qui va voir un prostitué homme. Ça donne ça, cliente. « 300, c'est ça ? Merci. Désolé, c'était pas vraiment confort. Non, c'était parfait l'idée du parking. C'est un côté agent secret. Tu devrais changer la photo sur ton site. T'es beaucoup plus mignon en vrai, Cédric. Patrick. C'est Patrick. Et vous, c'est Judith ? On s'est jamais vu avant ? Non, je crois pas. Au revoir. C'est la scène de début du film ? Oui, c'est au début. Ouais. C'est au début. Et si vous voulez, j'ai toujours fonctionné en me disant c'est pas juste. Voilà. C'est pas juste que les garçons ils puissent faire ça avec les filles, ou c'est pas juste les garçons que les hommes puissent dire ça et pas les filles.
Mais est-ce que quand même, Josiane, vous avez des comptes à régler avec les hommes, d'une certaine manière? Un peu? Non. Comment non? Non, dans ma vie privée, non, j'ai pas de compte à régler. Oh non, ce serait trop pénible, c'est pas un ring. Le mariage n'est pas un ring, Dieu merci. Mais pas forcément d'ailleurs dans le couple, hein, mais dans l'image des hommes. Vous les bousculez, les hommes, vous nous bousculez. Mais je les aime bien. Hein. Moi, j'aime les hommes, j'aime beaucoup les hommes. Regarde comme il est beau, mon mari. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est. J'adore travailler avec les filles, pareil, parce que j'ai pas de problème. Parce que j'ai pas de problème de rivalité avec les filles. Moi, je me suis fait refaire le pif il y a des années. La prescription, j'avais 25 ans. Et en général, les actrices ont un bon profil. Donc, quand on fait des essais, il y a toujours le problème de savoir quel est... Et moi, je dis toujours au chef-op, j'ai 2 profils parfaits, vu que je me suis fait refaire le pif, demande à ma partenaire quel est son bon profil. Donc, ça détend tout de suite. Ça détend, il n'y a pas de problème. Mais les hommes, j'ai eu de la chance, finalement, parce que quand je vois, à notre époque, combien de jeunes filles, de jeunes femmes, jolies, intelligentes, cultivées, qui ont un boulot, sont seules et ne trouvent pas l'âme sœur, ne trouve pas... Je trouve ça très dur. Il y a beaucoup de mes amis qui sont seuls. Et vous avez toujours été accompagnée? Et moi, j'ai toujours réussi à me trouver des mecs super. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être que c'est la période époque qui change. Peut-être que... C'est vrai que les hommes deviennent adultes vers 45-50 ans. Jusqu'à cet âge-là, ils sont adolescents. Donc, il faut savoir s'occuper d'adolescents. Voilà. Vous êtes devenue une forme d'étendard du féminisme, malgré vous, d'une certaine manière. Oui, j'ai pas... Étendard, j'en sais rien. Non, je crois pas. Vous avez joué avec votre image, vous avez décomplexé un certain nombre de femmes, vous avez été certainement plus utile que les chiennes de garde, quoi. Je sais pas. Moi, je veux pas me dire du mal de qui que ce soit parce que je sais pas. Non, mais c'est pas pour dire du mal, c'est dire du bien là pour le coup de vous. C'est vrai que par exemple, quand j'étais en tournée, des fois je suis en tournée en province et dans une ville, je sais plus où c'était, il y a quelques années, il y a des filles, des lesbiennes qui m'attendaient, qui avaient vu la pièce et qui voulaient me remercier par rapport à Gazon Maudit parce que ça leur avait aidé. Ça les avait aidés. Il y a des filles qui ont pu en parler à leurs parents parce que d'un seul coup, ce film ayant été un succès public, il avait fait plus de 4 millions d'entrées, il avait été vendu partout, dans beaucoup de pays du monde, et que mon personnage était un personnage sympathique, donc il y avait, d'un seul coup, c'était plus ce côté trouble, ce côté maudit de l'homosexualité féminine, et ça devenait plus acceptable. Ça donnait ça, Gazon Maudit. Il faut dire que c'était vraiment très réussi. Oui, on avait eu l'idée de l'affiche avec le père de mes enfants, d'avoir fait une affiche comme ça avec les 2 mariés. Mais c'est bien, les hommes. T'as jamais essayé? Oh non, on ne fait pas ce plan-là. Il tourne son machin, saute au plafond, arrête. Mais je l'ai, le plaisir, je le donne, ça va. Et puis chez nous, il n'y a pas d'éjaculatrice précoce. C'est vrai, ça. T'as raison. T'as jamais eu envie d'avoir un enfant? Pas tout avoir. Et puis tu me vois, moi, avoir un gosse avec la vie que je mène. Et puis j'ai 2 neveux, vachement mignons. Oh, t'as un poil. Impossible, je me suis rasée ce matin. Tu t'es mal rasé, hein? Parce que t'as un poil, je te jure, gros, comme une cuerda de guitare. Où ça? Là, sur la moustache. Attends, je te la... Mais non, tu peux pas, Mais si, c'est trop petit. Attends, ne bouge pas, hein? Aïe. Non, Aïe. Ne bouge pas. Aïe. Arrête. Pourquoi? Arrête. Parce qu'à force de plaisanter, tu m'excites. Votre image physique, là, pour le coup, Josiane. Oui. Moi, je l'aime bien, moi. Vous l'aimez bien? Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que je l'aimerais pas si elle n'était pas crédible. Mais comme elle est crédible, pour trouver mon allure, et on avait été avec la costumière, j'avais été à un concert de ma copine Catherine Lara. Elle qui a dit, à qui on a demandé qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme, elle avait répondu sa femme. Bon. Donc c'est une fille aussi très drôle, très formidable. Et au concert de Catherine Lara, qui ne se cache absolument, qui était une des premières étendardes à faire vraiment aucun problème de ses préférences sexuelles, il y avait beaucoup de lesbiennes de toutes sortes. Et là, et on regardait donc les filles pour savoir comment j'allais être habillée, dans quel style, parce que il n'y a pas de cliché, il n'y a pas la fille masculine, et non, il y a des filles très féminines, c'est vraiment comme dans la vie, il y a toutes sortes de filles.
Et donc, j'ai trouvé le costume, c'est-à-dire avec le polo et tout ça, que je vois pas dessus, mais j'avais un polo et souvent des bermudas en jean. Et la coupe de cheveux, je l'ai trouvée en dernier. J'avais les cheveux courts, mais je savais pas comment j'allais me coiffer. Et en arrivant le matin sur le tournage, dans le midi, je vais à la cantine et je vois arriver une des filles qui sert à la cantine. C'était Marie-Jo. Elle avait cette coupe. Ouais. Et j'ai dit au coiffeur, tu me coupes les cheveux. Alors effectivement, quand il m'a passé le rasoir dans les cheveux, ça m'a fait drôle. Mais je trouve que cette coupe est formidable parce c'est la coupe d'un collégien anglais. Vous voyez ? Ouais, je vois bien, ouais. Je vois bien, Josiane. Donc ça faisait vraiment le personnage. Le décalage que vous avez dans cette façon de jouer avec votre image, il y a évidemment un film qui illustre ça, c'est Trop belle pour toi, de Bertrand Blier, où vous acceptez évidemment de jouer avec ce que vous êtes, puisqu'on rappelle l'histoire, Carole Bouquet et Gérard Depardieu sont en couple, et sauf que Gérard craque pour vous. Ça donne ça. Vous devriez rentrer chez vous. J'aimerais bien m'habiller et puis quitter cette chambre. C'est avec ça que tu le rends heureux? D'abord, pourquoi vous me tutoyez? Tu réponds à ma question. C'est quoi ton truc pour plaire aux hommes? Ne vous énervez pas! Je vais vous expliquer. Le plus difficile pour moi, c'est d'enclencher les choses. D'éveiller la curiosité. C'est toujours un peu tiède. Ils le sentent bien, les hommes, confusément, que quelque part je vous le détourne. Mais ils se disent, oh non, quand même, elle est vraiment trop tard. Si jamais ça s'apprend, on va se foutre de ma gueule. Le plus souvent, ils donnent pas suite. Ils se contentent d'y penser. Ils poursuivent leur chemin. Mais parfois, il y en a un qui s'attarde. Un curieux. Un fragile. Il est fragile, Bernard, malgré ses airs robustes. Et puis la quarantaine, quand ils la sentent venir, ça les déstabilise. Ils redeviennent des enfants. Mais vous êtes si belle. Pourquoi vous êtes si belle? Alors Bertrand, un jour, m'appelle. Moi, j'avais toujours rêvé. Je crois que Bertrand Blier est le seul metteur en scène à qui j'ai osé dire « J'ai envie de tourner avec vous ». Il était venu nous voir au Splendide, tout ça. Je dis « J'ai envie de tourner avec vous, c'est le seul ». Et un jour, il m'appelle et il me dit « J'ai une histoire ». Et il me dit Depardieu est marié à Bouquet et il tombe amoureux de toi. Et j'éclate de rire. Il est là, Bertrand Blier, l'immense Bertrand Blier, Buffet froid, les valseuses. Trop belle pour toi. Bonsoir, Bertrand Blier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là pour nous éclairer cet aspect sur la façon dont Josiane joue avec son image. Est-ce que c'était compliqué pour vous, Bertrand Blier, de dire à Josiane, il a le choix entre une belle et une moche, il va choisir la moche? Parce que ça revenait à dire ça, hein, Bertrand. C'était pas compliqué. Je l'ai raconté au téléphone à Josiane qui m'a dit oui tout de suite. Après, j'ai raccroché, j'ai appelé Carole Bouquet, à qui j'ai raconté la même chose, qui m'a dit oui tout de suite. Et après, j'ai appelé Gérard Depardieu, à qui j'ai dit on tourne un film ensemble, je te raconte pas l'histoire. J'étais très ému de voir cette scène-là, parce que je trouve que Josiane est absolument bouleversante. Et sans que j'ai eu à lui dire grand-chose. Elle l'a joué naturellement, comme ça. Pourquoi vous n'êtes pas dit, peut-être qu'elle va mal le prendre finalement, aller lui dire tu vas jouer la moche, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai appelé en premier. Parce que c'était le plus difficile. Mais j'avais confiance quand même, j'avais très confiance, parce que je la connaissais, je l'aimais beaucoup. On était de la même famille quand même. Il était fatal que quelque chose devait arriver entre nous. Ça pouvait être autre chose, ça pouvait être un film policier, ça pouvait être... Mais là, j'ai eu cette idée, grâce au ciel, et j'ai pas eu peur, non, j'avais confiance, et elle a eu la réaction que j'attendais. Mais ça veut dire qu'elle est différente, Bertrand Blier, Josiane Balasco, des autres actrices. On peut se permettre plus de choses avec elle. En quoi elle est différente? Elle n'est pas différente, mais elle est rare. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, j'ai connu beaucoup d'acteurs et d'actrices dans mon enfance, des Simone Signoret, des gens comme ça. Mais Maillan, et c'est sûr que Josiane, elle fait partie d'une tradition, elle fait partie d'une famille, et qu'on peut aller frapper à sa porte à n'importe quel moment pour lui proposer, de préférence, une connerie qu'elle va accepter. Et qu'en plus, si c'est un film, un rôle dramatique, alors là, c'est formidable. Il faut toujours faire appel à des acteurs drôles, et ce qui est le cas de Josiane, qui est une actrice très drôle, pour jouer des choses sur l'émotion. Comment vous définiriez sa féminité?
C'est un torrent. Je savais qu'il allait dire des conneries. Je savais qu'à un moment donné, il allait se lâcher. Parce que t'as vu qu'il s'est tenu jusqu'à présent. Un torrent. Mais je me tiens très bien, là. Oui. Pourquoi d'habitude, ensemble, vous ne tenez pas, Josiane? Non, mais on a l'habitude de dire des bêtises, quoi. De dire des bêtises, et puis les mots n'ont pas le même sens pour nous que pour les autres. Par exemple? Il peut me traiter de grosse morue. Ah ouais? Oui, mais pas là, Mais pas pas ce là. soir. Mais je le prendrais pas mal. Absolument, parce que c'est un vieux salopard. On est des vieux copains, en fait. Voilà, on se connaît depuis longtemps, comme avec les gens du Splendide, avec Blanc, on n'arrête pas de s'insulter. Et les gens sur les tournages disent, il y a un problème entre vous, mais pas du tout. Non, je crois que, d'abord, j'ai une énorme admiration pour Bertrand. Être dirigé par lui, c'est vraiment... Il n'y a plus qu'à écouter et à se laisser conduire, quoi. C'est ça. Bertrand, vous empruntez le titre Gazon maudit, non? Et je vais voler. Voler, pardon. J'ai carrément volé Gazon maudit. C'est-à-dire voler? Je lui dis quand même que je lui volais. Non, mais j'étais d'accord, il n'y avait pas de problème. Non, c'est-à-dire que quand on partageait la même loge avec Carole Bouquet, grande loge quand on était en extérieur, et Bertrand me disait, tiens, il y a le gazon qui est en train de pousser sur le toit de la loge. Bertrand, pour terminer, qu'est-ce qu'il y a de mec chez elle? Mais rien, c'est une femme ultra féminine. Alors elle peut jouer un peu les gros bras de temps en temps. Elle aime bien faire ça. Elle aime bien faire ça, surtout au théâtre. Mais dans la vie, je la connais très très bien. C'est une femme avec une sensibilité totalement féminine. Et les petits sourires, les petites paupières qui frémissent, tous les trucs. Voyez, ça s'arrête là, on est copains, c'est tout. Merci beaucoup, le copain Bertrand Blier. Merci, c'était un honneur de vous avoir ce soir dans cette émission. Merci, Bertrand. Les petites paupières qui frémissent, merci, Josiane Balasco. Bertrand est un poète. Voilà. Et vous? Et moi, non, je crois pas. Mais en tout cas, Bertrand, c'est un immense auteur. Lire un scénario de Bertrand, c'est déjà se régaler à la lecture. Il sait manipuler les mots et faire des dialogues extraordinaires. Je crois que tout acteur a envie de jouer un film de Bertrand Blier. Avec tout ça, on a bien compris la fille assez engagée que vous êtes, même malgré vous, à travers ce côté féministe. Après, il y a des engagements plus visibles, évidemment, puisqu'on connaît notamment votre engagement politique. Est-ce qu'on peut dire que ça vient de votre lien avec Coluche? Coluche nous avait... Moi, j'avais tourné avec lui, je l'avais suivi en promo, tout ça. Et Coluche, en tout cas, nous avait montré qu'on pouvait dire des choses d'une manière drôle, qu'on pouvait dire des choses qui étaient vraies, même sous forme de déconnade, ce qu'il faisait en permanence, et qu'il n'avait pas peur. Voilà. Ce qui m'a appris, Michel, c'est à pas avoir peur. Parce que déjà, je n'étais pas particulièrement peureuse. On a compris. Oui. Mais il m'a vraiment appris, comme disait ma grand-mère, ils vont pas te faire un deuxième trou du cul, tu vois, donc ça va. C'était vraiment un phare, Michel. Quand il est parti, il y a une grosse lumière qui s'est éteinte. Vraiment. C'était quoi, un frère? Non. Un frère, certainement, parce qu'on se ressemblait. C'est d'ailleurs, il m'avait dit, je m'étais fait refaire le pif parce que j'en avais marre de ressembler à Michel. Et il m'avait dit un jour, il m'a dit, tu cherches à être belle? J'ai répondu non, j'ai plus envie de te ressembler, c'est différent. Et donc, on avait des rapports où Michel, c'était un chef de bande. Moi, j'aime pas faire. Je peux pas être. Si je fais partie d'une bande, c'est une bande comme le Splendide, c'est-à-dire où tout le monde est à égalité. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Avec Michel, il était chef de bande, il avait sa bande. Et donc, moi, j'aimais beaucoup Michel, mais j'avais pas du tout envie de faire partie de la bande. Et donc, régulièrement, on s'engueulait, mais ça allait. On va vous voir ensemble, parce que ce lien, on le ressent en voyant ces images. J'ai bien un peu d'air. Elle l'idéalise, c'est ce que dit Karen. Elle l'idéalise un peu. De Michel? Oui, elle l'idéalise. Oh, il est bien, mais il est chiant aussi. Quoi. Oh, il faut est les pas deux. charrier, oui. Il est les deux, il peut être formidable. J'ai essayé de dire gentiment ça. Mais ça va, disons que ça se complète, quoi. Parce que vous travaillez depuis longtemps ensemble, tous les deux. Enfin, par à coup. Ouais, c'est par à coup. On se connaît depuis longtemps. Puis on s'aime bien, je crois aussi. Bah, alors, voilà, donc ça s'est fait. Tout roule. On est copains, quoi. Si Ouais. Tout roule, comme cochon. On est copains. Bon. Voilà, c'est ça. On était. C'était quelqu'un qui était quelqu'un de tendre, Michel, assez pudique, donc il masquait sa pudeur sur des grosses conneries, mais qui avait vraiment des petites attentions pour ses amis. Là, vous parlez de vous, en fait.
de moi ou des autres. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément moi. Quand vous le décrivez, vous vous décrivez aussi. En tout cas, c'est ce qui... Ah, je sais pas. Ça, je sais pas. En tout cas, moi, quelqu'un de tendre qui dit des grosses conneries parce qu'il est pudique. Oui, il y avait ça. Oui, je suis un petit peu comme ça. Oui. Bah oui. Je dois être un petit peu comme ça. Sur l'engagement, il y a eu les restos pour lui. Vous avez des engagements forts, évidemment, pas du tout consensuels. Ce qui est incroyable, c'est que vous êtes extrêmement populaire, avec des engagements qui sont assez... vous avez des causes qui sont plus excluantes pour une partie de la population. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi je fais telle chose. J'ai simplement que je sens que je dois le faire. Regardez-vous en image, et on voit bien que vous les avez dans les tripes, ces engagements. Rue de la Banque, après 6 mois d'hyper-présidence, un soir, un cri retentit. Les élus qui ont attiré 47% des votes de la population présidentielle, c'est-à-dire le PS, où est-il? Ils sont pas là. Alors qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent tous les mecs du PS qui veulent nous... Qu'est-ce qu'ils foutent? Voilà, ça m'énerve. Parce qu'on est seuls, que eux, leur boulot, c'est d'être dans l'opposition. Elle est où l'opposition? C'est nous l'opposition. On est là pour dire que c'est possible et que c'est normal et que c'est logique que des gens qui participent à la richesse de la France, qui travaillent en étant exploités la plupart du temps, soient considérés comme des citoyens. Toujours pas de réponse à ma question. Non, mais je pense que je trouve que c'est une bonne finalité de ce que je suis. Vous voyez, de fait que j'ai eu la chance, le privilège d'être connue, de réussir dans mon métier, que j'ai eu la chance de pouvoir avoir la vie que j'ai, de pouvoir au moins faire ça pour des gens qui en ont besoin, si moi je le peux. Si le fait que si je prends un micro, on va m'écouter, que je sois un porte-voix. Ça, c'est important. Pour nous éclairer, il y a donc Julien Bayou qui est avec nous, donc Génération Précaire, Collectif Jeudi Noir, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Julien, Josiane, quand elle soutient, elle soutient. Oui, c'est ça qui est frappant. En plus, là, dans les vidéos, ça rend un peu pas justice parce qu'on la voit au micro. Moi, je l'ai croisée, elle n'avait pas le micro. Il faisait froid, il pleuvait, elle était là quand même. Et c'est vrai que c'est bien quand des personnalités s'engagent et le disent à la télé. Mais vraiment, quand il fait froid et qu'il y a des personnes qui viennent et qui tiennent, ça fait aussi chaud au cœur. Donc c'est loin de l'image des stars qui font attention à elles, font attention à leur image. Vous avez vu la tête que j'ai sur les photos? Bah ouais. Là, il n'y a pas de maquilleuse et de coiffeur. Hein. À chaque fois, je me dis que t'as un agent qui doit t'engueuler quand tu fais ça. Non. Mais tu sais qu'une fille comme Emmanuelle Béard a payé très cher, qui est une fille que j'aime beaucoup, Emmanuelle, a payé très cher le fait de se battre pour les sans-papiers. Elle a perdu ses contrats qu'elle avait avec des grandes marques de luxe et de beauté. Donc c'est pas aussi simple, c'est plus facile d'aller... C'est pour ça que je vous en parle, Josiane. Mais c'est pas du tout glamour, faut être honnête. Il y a des causes plus glamour que les autres, et quand on va à Cachan, les sans-papiers, boulevard de Strasbourg, les coiffeuses, ou vraiment le dur de dur des gens dans la rue de la Banque, ou qu'on les accompagne au ministère derrière, à l'époque c'était apparu, pour négocier pied à pied des relogements, c'est pas glamour, c'est même carrément chiant. Et ce côté... Pardon, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. On entend bien. Et ce côté, Josiane, je peux le payer. Ça vous a, à un moment donné, pas préoccupé, mais interrogé? Payer, je sais pas. Il y aura les RG qui vont. Voilà, il y a les RG dans tous les trucs comme ça. Il y a les RG, les mecs qui ont fini par nous connaître, les renseignements généraux. Ils sont dans toutes les manifs, ils sont dans les trucs comme ça. Bah voilà. Non, mais le payer. Non, je crois que le payer par rapport à votre lien avec le public. C'est plus consensuel d'aller chanter au resto, quoi. Oui, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les restos, c'est du charity business, et c'est très bien. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas politique, les restos du cœur. C'est simplement, on va passer un moment de manière à ce que le spectacle rapporte de l'argent pour les restos du cœur. Mais vous, est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ou est-ce que ça a été le cas, je peux le payer, cet engagement politique, justement, ça peut me couper d'une partie des gens qui aiment l'actrice populaire que je suis. Mais je peux pas fonctionner comme ça, c'est ma nature. C'est ça que je voudrais que vous me racontiez. Je sais pas, jamais. D'abord, je n'ai pas de contrat avec des marques de luxe ni glamour, donc de ce côté-là, je suis peinarde. Non, mais vous avez un contrat d'amour avec un très grand public et pas simplement un public de marge. Je me suis jamais posé la question. Il y a certainement des gens qui n'apprécieront pas ce que je fais.
mais qui n'apprécieront pas non plus ce que je suis au cinéma. Pas plus qu'ils apprécieront ce que je peux être dans ce que je suis ou quand je suis dans une manif ou quand je parle des sans-papiers ou des mal logés. Donc souvent, c'est pas quelque chose qui me taraude du tout. Hein. Merci beaucoup, Juliane, de nous avoir éclairé de cet aspect de la personnalité de Josiane. Est-ce que cet engagement, Josiane, vous l'avez transmis à vos enfants et notamment à Marie-Lou? Non, moi je suis pas du genre à emmener mes enfants. Mes enfants font ce qu'ils veulent. Donc je suis pas du genre à la maman qui va emmener ses enfants sous le bras pour aller à la manif, non. Parce qu'ils étaient d'abord qu'ils étaient assez grands, tout seuls. Non, je n'ai pas envie de transmettre quoi que ce soit. Je pense que c'est le parcours de chacun. Elle a mon exemple. Si elle a envie, ou si mon fils ou ma fille ont envie de faire, ils le feront. Mais je serai pas là en leur disant faut faire ci ou faut faire ça, jamais. Quelle maman vous êtes, Josiane? Oh, je ne sais plus qui disait que vous essayez d'être des parents acceptables. J'essaye d'être une mère acceptable. Voilà. Pas toujours facile. Et quand vous voyez que Marie-Lou a suivi vos traces, son premier vrai rôle au cinéma, c'était Comme une image en 2004, d'Agnès Jaoui. Ouais. Elle jouait une rôle d'une fille complexée, qui a du mal à se trouver belle. Elle a joué dans Vilaine en 2008, où elle campe une jeune fille au physique ingrat. Beaucoup de jeunes filles aiment Marie-Lou, beaucoup de gens aiment Marie-Lou, et c'est pas au départ à cause de son physique, donc ça c'est important. Même si de maintenant elle est plus mince, même si elle a un peu évolué physiquement. Pas beaucoup, elle a perdu 25 kilos. Elle a perdu des kilos, elle a voulu évoluer, elle a raison pour élargir sa palette de personnages. Elle a maigri pour ça? Oui, moi je crois que c'est ça, elle avait envie de... Et je te peux comprendre tout à fait. Simplement de pouvoir faire d'autres choses que la bonne copine sympa et un peu grosse. Parce que c'est une actrice formidable, ma fille est une actrice formidable. Vous êtes une maman fière, donc? Ah, je suis une maman extrêmement fière de ma fille. Vous avez eu peur pour elle? À partir du moment... Vous savez, on vit dans une société où un enfant avec le bac n'est pas sûr de trouver du boulot de toute façon. Vous voyez, on n'est jamais sûr de trouver du boulot, quel que soit le métier qu'on fait, et on voit bien ça, le taux de chômage chez les jeunes. Donc que Marie-Lou fasse théâtre et fasse cinéma, et quand j'ai vu comme elle était douée, je me dis j'ai pas eu peur. Ce que je pouvais avoir peur, c'est qu'elle soit pas douée, qu'elle ait envie de faire quelque chose pour lequel elle n'était pas faite, peut-être influencée par son environnement. Dieu merci, c'est pas le cas. J'imagine que quand elle a reçu en 2006 le Molière de la révélation théâtrale de l'année, vous étiez heureuse, évidemment. Regardez les images, vous m'en parlez après. Les Molières de la révélation théâtrale sont attribués à... Vas-y, dis la fille. Marie-Lou Berry, dans Toc Toc. Je vais dire merci à Laurent, Bafi. C'est un peu grand ce micro. Voilà. À Daniel qui est malade, qui est à l'hôpital, qui a l'appendicite. Et je vais donc prendre une photo pour lui, pour garder un souvenir. Je l'avais pas vu, ça. Ah ouais? Non, j'avais pas vu. Je savais qu'elle avait gagné un million, mais je devais tourner. Je l'avais pas vu. C'est formidable de faire lever les gens dans la salle. Mais c'est ça. Je crois que d'abord, ce qu'elle a appris avec moi, en tout cas, ce que je lui ai transmis, c'est que tout de suite, son père est peintre, sculpteur, et sa mère est actrice. C'est-à-dire que papa peint ou dessine et maman joue. Donc c'est très dur d'expliquer à un enfant parce que c'est du travail. Que jouer et peindre, dessiner ou sculpter, c'est du travail. Donc, très vite, j'ai emmené Marie-Lou dans les endroits qui ne sont pas glamour du travail. C'est-à-dire, elle est en studio et elle voit ce que c'est que le travail d'un acteur. Elle vient, quand je mets en scène, elle vient au montage, elle voit ce que c'est que le travail de montage, elle voit ce que c'est que le mixage, que tout ça, et elle sait que c'est du boulot. Et Marie-Lou a bien vu que ça n'existe pas, les paillettes. Les paillettes, c'est pour les crétines ou les crétins. Que le travail, c'est vachement important. Quand elle a commencé comme une image, où elle chantait dans Comme une image, et en même temps, elle préparait un film où elle joue, qui s'appelle La première fois que j'ai eu 20 ans, de Laurel Lévy, qui est un très joli film, où elle jouait de la contrebasse. Et Marie-Lou, pendant le tournage du film de Jaoui, avait demandé à la production qu'elle lui loue une contrebasse. Et tous les soirs, elle jouait de la contrebasse. Elle avait même des cornes sur les mains. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui sait que le prix du travail, qui
Puis il me dit parfois, mais je ne comprends pas comment des jeunes acteurs ne savent pas leur texte. Elle a un grand sens du travail. Voilà. Les chiens ne font pas des chats. Ça, je lui ai appris, je lui ai transmis ça. C'est bien transmis. Et puis, elle a un frère, Marie-Lou, Rudy. Vous l'avez adopté quand il avait 3 ans. 3 ans et demi, 3 ans, ouais. À la DAS. Il est d'origine antillaise. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, je vais adopter un petit garçon, assez âgé déjà, antillais? Ah bon, on ne choisit pas, c'est pas comme sur un menu. Hein. Je non, mais sais c'est bien, peut-être qu'aux États-Unis on fait ça. Attendez, il y a un peu de. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça non plus. Bon. Non, il s'est trouvé que moi j'avais essayé d'avoir d'autres enfants, que ça n'avait pas marché plusieurs fois, avec mon mari. Et donc on s'est dit on allait adopter. Et comme j'avais. À l'époque, j'avais déjà 40 balais ou 38 ans, je ne sais plus, j'avais aucune envie de pouponner. Je n'avais plus l'énergie pour pouponner. Je n'étais pas en manque de pouponnage parce que j'avais déjà pouponné ma fille. Donc, dans la description, dans les papiers qu'on remplit, il y a des cases et on coche les cases. Et les cases, c'était un enfant jusqu'à 2 ans. J'avais dit jusqu'à 2 ans, même avec un léger handicap. Toute couleur de peau confondue, parce que tu as des gens qui font impeccable dans un enfant blond aux yeux bleus de 6 mois et demi. Bon, là, il y a plus de mal. Mais, et donc, quand on m'a dit qu'on avait trouvé un petit garçon qui n'avait pas d'handicap, mais qui avait 3 ans et demi, qui habitait Paris, c'était Rudy. Et quand on a été voir Rudy, quand j'ai vu sa photo, quand j'ai vu la photo de Rudy petit, c'est exactement la même sensation que lorsque j'ai vu ma fille à la clinique quand elle est née. Je la connaissais. Et quand j'ai vu Rudy, je le connaissais. Vous voyez, il y a quelque chose qui se produit comme ça. Et donc, Rudy, maintenant, a 25 ans, et il vit toujours à la maison. Mais les garçons sont beaucoup plus lents que les filles. Il est dans l'événementiel, il fait des soirées avec ses copains, il crée des événements comme ça. Et c'est un amour d'enfant, de garçon, très tendre. Avec vous avez vu le racisme à travers ses yeux, j'imagine. Il en a souffert, lui. Bah oui, des fois, il me dit les flics m'ont arrêté, c'est vrai, faciès. Je pense qu'il en souffre, mais il n'en parle pas trop. Mais c'est vrai, dans la rue, effectivement, tu peux être contrôlé plus facilement. Bon, effectivement, si tu es le fils de Josiane Balasco, ça change un peu les choses, mais ça ne changera pas ta couleur. Mais il est beau comme tout. Voilà mon fils, dont je suis fière aussi. Famille, puisque là il y a. Voilà, moi je dis c'est les couleurs Benetton. Ouais, moi j'allais dire une famille très brassée. Oui. Marie-Lou, Rudy, Georges, votre mari qui est indien. Qui est amérindien, oui. Amérindien. Ouais. Est-ce que vous saviez qu'il a joué dans La Petite Maison dans la Prairie, Georges? Oui, il me l'avait dit. Je crois que j'avais dû acheter la série pour avoir l'épisode, mais je n'ai pas vu l'épisode. Bah alors on vous l'offre, Josiane, parce que regardez votre mari que vous trouvez très beau, il l'est dans la série il y a quelques années. Tue-le! Pas encore. Je suis un chef. Et je veux aller parler à ce Ingalls. Et tout seul. George. Oui, George est magnifique, humainement et physiquement. Oui. Tout à l'heure, vous parliez des westerns que vous alliez voir avec votre père. Ah, j'adorais les Indiens, j'étais toujours du côté des Indiens. Et vous êtes marié à un Indien? Et moi, je suis mariée avec un Indien, oui. Et vous disiez tout à l'heure que les quelques fois où vous étiez allongé sur un divan, c'est quand, notamment, les couples allaient pas bien. Oui. Là, ça y est, tout ça, par le coup... avec Georges, non, j'ai pas de problème. J'ai aucun problème. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas tout le temps collé, parce que là, il est parti aux États-Unis, voir sa famille. Donc c'est bien aussi d'avoir des moments de liberté dans le couple, des moments de respiration. C'est pas de la liberté, c'est juste de la respiration, parce que là on travaille ensemble, on joue ensemble, on a fait 3 mois de tournée ensemble, donc de temps en temps de se dire j'aime bien être seul, de temps en temps on est seul chez soi, et l'autre il fait pareil, il est seul chez lui dans sa famille, et on a du plaisir à se retrouver ensuite. Ça c'est bien. J'aime bien être seul, vous dites. Oui. C'était le cas déjà au Splendide, dans une troupe, puisque vous étiez seul dans la troupe par moment. Vous étiez différente de la troupe du Splendide. On va terminer par ça, parce qu'on ne peut pas ne pas parler du Splendide. Mais c'est une troupe, le Splendide, et vous étiez un peu, pas en marge, mais à côté. C'est comme ça qu'ils vous décrivent, en tout cas, vos copains du Splendide. Oui, c'est possible. Et vous ? Comment vous vous décrivez ? Non, c'est pas que j'étais... C'était différent. Je pense que tous les gens s'étaient rencontrés
très jeune. Tous les gens qui en faisaient partie, Blanc, Clavier, Thierry, Marianne, Junio, s'étaient rencontrés à l'époque du lycée, quoi. Ils avaient 15 ans, 16 ans, ils ont commencé à faire des choses à cette époque-là. Moi, je suis arrivée après et je faisais déjà des choses. Et eux ont écrit finalement, au départ, qu'en groupe. Moi, j'avais déjà commencé à écrire toute seule. J'avais déjà fait 2 ou 3 spectacles seuls. Et donc, au départ, ils m'ont dit, tu vas écrire avec nous? Je dis, oh, t'es sûr? Si, tout le monde écrit ensemble. Je dis, bon, ok. Mais je préservais ce côté de moi qui était une part solitaire et qui était une part indépendante du groupe. Ouais, c'est Martin Lamotte qui nous a dit, c'était la première parmi la bande à faire du solo. Elle est viscéralement indépendante et autonome. Son insoumission vient de son milieu modeste avec les angoisses de devoir bouffer le lendemain. Il vous connaît bien, non, Martin? Oui, Martin, c'est connu. Au cours de théâtre, on avait 20 ans. On avait 20 ans, c'était un très, très drôle acteur. Avec Martin, c'est beaucoup. J'ai travaillé aussi sur des pièces avec Martin et on s'est vraiment beaucoup amusé. Il y a une grande folie chez Martin. Non, je crois que le fait de se dire que tout seul on peut s'en sortir, c'est important. C'est comme ma mère me disait, apprends à faire du violon, apprends à faire de l'accordéon et tu peux bouffer, tu trouves du pognon dans le métro. Et ben voilà, je savais qu'avec ou sans la troupe, je pouvais me démerder. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose qui vous désangoisse, de se dire, bon, si j'ai jamais attendu un coup de fil d'un metteur en scène, parce que je me dis, bon, si j'ai rien à foutre, qu'est-ce que je vais écrire? Peut-être écrire une pièce, parce que j'ai une idée de film. Donc, c'est quand même quelque chose d'apaisant de savoir qu'on peut se débrouiller dans un métier où on est quand même à la merci de la demande. Dans le Splendide, avec Michel, je crois, Blanc, vous êtes la seule à venir d'un milieu populaire. Oui, ils étaient plutôt Neuilly. Oui, mais enfin, Junio, on ne peut pas dire non plus, c'était pas non plus de la grande bourgeoisie. Il y avait des gens qui étaient effectivement de milieux un peu plus chic, un peu plus friqués. Mais on s'en foutait. Alors ça, il n'y avait pas de problème. On n'a jamais eu ce problème de classe, de machin, de trucs entre nous. Ça, il y avait on était, je crois, la seule troupe, peut-être pas au monde, mais en tout cas en France, à prendre les décisions, non pas à la majorité, mais à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il y ait un casse-cou qui dise « moi, ça me plaît pas », pour qu'on soit obligé de refaire, et souvent c'était moi, pour qu'on soit obligé de refaire un tour de table sur les idées qu'on avait à défendre quand on écrivait. Pour le plaisir, Josiane, on va regarder un extrait du Père Noël est une ordure sur scène. Zézette épouse X. Tout le monde pense à Marianne Chazelle. Ce soir-là, c'était vous. Oui, je l'ai remplacée pendant 15 jours, je crois. Ouais, donc c'était à ce moment-là. Qui qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben, c'est ce que je vous dis. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Ça, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse. Hein. Ben, bien sûr que ça dépasse. Je suis en train de vous le dire depuis 1 heure. Je suis pas plus con qu'une autre, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Zézette. Ah pardon, c'est mal écrit. Oui, Zézette épouse X. Vous savez pas lire? C'est marqué en tout petit, là. Regardez. C'est marqué pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille, suivi 2 points de épouse X ou veuve Y. Alors moi, j'ai mis Zézette épouse X. Bah alors, où t'as passé la nuit? Que j'ai pas trouvé la case. J'étais obligé de passer la nuit avec une femme charmante au sanitaire. Hein. Ma femme. Jean-Claude, enchanté. Nathalie. Et ma femme. Christiane. Et ma femme. Nathalie. Bon, les visages pâles, là, qu'est-ce qui vient, les musculaires, là? C'est toi qui le fais? Ouais, viens par là, viens par là. Est-ce que vous faites de la corrective? Parce que j'ai un petit début de scoliose et ça m'ennuierait que ça s'aggrave. Dis donc, oh, j'irais bien avec vous, mais enfin, il faut que je retrouve ma valise quand même, alors. On a qu'à venir, on va passer par le port, j'en ai vu une qui flottait. Ça y est, du café, ça tâche pas. Qu'est-ce qu'on était minces tous, alors, vraiment la ligne. On avait dit ça tout à l'heure déjà. Ah non, mais jeune et beau, attends, c'est superbe. Même Junio, il va m'en vouloir à mort. Même Junio, qui est quand même rond, avait une minceur. Je le préfère un peu rond d'ailleurs. Quel chemin, quand même, depuis ce moment-là. Vous imaginiez, à ce moment-là, que vous seriez allongé sur ce divan, Josiane? Non, ce que je ne pouvais pas imaginer, c'est que les bronzés, 30 ans après, repasseraient sur les chaînes télé et feraient 7 millions de téléspectateurs. Ça, on ne peut pas imaginer. Parce que pour nous, c'était une opportunité de pouvoir enfin faire du cinéma avec une pièce qu'on avait écrite, mais ça n'allait pas plus loin. Et sur votre parcours, vous pensiez faire tout ça? Moi, je passe pas mon temps à réfléchir sur mon parcours. J'avance. Hein. On va pas perdre de temps. On va pas perdre de temps à regarder derrière, parce que c'est voilà. Je suis très contente de faire ce que j'ai déjà fait. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Et vous arrivez à penser que votre père aurait été fier?
Ah oui, mon père aurait été très fier de moi. Mon père aurait été très très fier de moi, ouais, oui. Ma mère aussi était fière. Ma mère, bon, qui est morte assez âgée et tout, elle collectionnait elle avait des cahiers entiers avec des découpures de presse et tout. Ah, bien sûr, quand on parlait de moi. Bien sûr. Mais ça, je crois que les parents... Moi, je découpe des photos de Marie-Lou. Alors, donc, c'est... Quand je la trouve bien, une jolie photo de Marie-Lou dans un journal, je la découpe, je la colle sur mon mur. Voilà, je crois que c'est tous les parents. C'était chouette, Josiane. On va débriefer ensemble, comme on fait maintenant dans cette émission. Vous bougez pas, parce que regardez. Qu'est-ce qui va se passer? Juste, on va débriefer. Alors, comme dans 24 heures chrono. C'est ça. Alors. Plein de choses, évidemment, qui m'ont touché dans ce que vous m'avez dit, mais il y a un truc qui est très différent de tous les autres divans qu'on a pu faire, c'est que vous cherchiez en permanence mon regard. Oui. Ah ben j'ai besoin, moi. J'ai besoin, parce que je suis pas chez un vrai psy. J'ai besoin de savoir, de regarder la personne, regarder l'œil de la personne qui m'interroge, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça dit de vous, ça? Ben, ça dit que j'aime bien partager. Ouais. Voilà, en général. Est-ce que ça dit aussi que vous n'aimez pas vous retrouver face à vous-même? C'est pas marrant de se retrouver. On se retrouve de toute façon face à soi-même en permanence. Donc quand on est à la télé, on va pas entamer une thérapie. Voilà. Non. C'est bien, j'ai juste envie d'être... Pour moi, c'est un bon moment. En plus, je suis confortablement installé. Si vous arrêtez de me parler, je peux m'endormir. Donc ça va, c'est bon. La cohérence de tout, c'est quand même le côté guerrière. On a commencé comme ça, et puis finalement, ça vous a suivi tout le long. Je trace, j'avance, et je compte sur moi-même. Ça, c'est oui, non, mais il faut compter. Mais ça, c'est un conseil que je donne à beaucoup de jeunes qui veulent faire ce métier. Elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, démerde-toi. Alors, ah bon, démerde-toi? Non, je veux dire, c'est pas méchant ce que je te dis. C'est vraiment un conseil. Il faut que tu te démerdes. Quand tu veux faire ce métier, qui est un métier archi dur, il faut que tu te démerdes pour te rencontrer des gens, travailler en groupe, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. De faire un groupe qui va permettre peut-être d'écrire des choses ou de pouvoir t'en sortir. On va terminer comme ça. On a une tradition. Sur l'écran, va s'inscrire une petite phrase, toujours la même maintenant. Josiane Balasco, pour vivre heureux. Je vous laisse la compléter. Vivons couchés. Mais au-delà de ça. Au-delà de ça, mais je sais pas, vous savez, je crois qu'il faut pas essayer de vivre heureux. Pour vivre heureux, il ne faut pas le chercher. Il ne faut pas le chercher, à le faire. Il faut essayer de grappiller 2-3 instants de bonheur de temps en temps. C'est déjà formidable. Ce que vous avez fait. Ce que j'essaye de faire, voilà. Merci, Josiane. Entre deux crises de larmes, c'est vrai qu'ils n'y ont pas, parce que c'est mon âme slave. Pas l'oublier. Je vous laisse rentrer chez vous, jouer aux jeux vidéo. Il faut que je m'extirpe. Il y a une machine pour vous faire sortir de là? Je vais vous aider. Bon jeu vidéo cette nuit. Et puis jeu vidéo, oui. Et puis bon théâtre. Monster Tour Defense Tour. Monster, je me bats contre des monstres. Il y a un niveau que je suis incapable de passer. C'est pénible, vous savez. Lequel? Un niveau où il faut gagner des bonus et tout. J'ai les tours, j'ai les trucs, mais à chaque fois, je me fais avoir. Merci, Josiane. Merci beaucoup. Merci.